C'est à la une du journal, Alexandre, le niveau d'eau qui inquiète. Le plus gros réservoir d'Hydro-Québec est à moitié vide. La Cagnapisco, Cagnapisco, c'est le nom qu'on donne au plus grand réservoir d'Hydro-Québec et qui est rempli en ce moment à seulement 43 % de sa capacité maximale. Effectivement, dans le journal, si vous voulez aller voir les images, c'est certain que c'est assez évocateur, merci, quand on voit à quel point le réservoir lui-même est dégarni. Là. C'est un plan gigantesque d'eau là, qui est sur la Côte-Nord. C'est 4 fois plus gros que le lac Saint-Jean, juste pour vous donner une idée à quel point c'est gigantesque. Et ça fait pas depuis 15 ans qu'on a vu un niveau de l'eau aussi bas. Là. On dit que la fonte des neiges a permis de remonter un peu parce qu'on est descendu jusqu'à 34 % de la capacité d'eau. Ça a remonté, mais c'est une situation qui est fragile. Bon. Du côté d'Hydro-Québec, on se montre rassurant. On dit que c'est un réservoir qui est multi-annuel, qu'on peut absorber des années sèches, que par exemple en 2017-2018, on avait le problème inverse. On avait trop d'eau dans le réservoir. Donc ça va arriver au fil du temps que ça change, là, selon les aléas de Dame Nature. Et là, le problème, par contre, c'est que plus un réservoir est bas, plus ça prend d'eau pour produire une même quantité d'électricité. C'est comme une espèce de cercle vicieux qui peut s'auto-alimenter. On n'a pas à avoir peur tout de suite, mais c'est quand même qu'on crée une espèce de succession d'effets en cascade, là, parce que c'est le réservoir principal de tout le réseau de la baie James au grand complet. Ça vient montrer à quel point notre réseau est quand même fragile jusqu'à un certain point. Là. C'est sûr qu'on s'appuie beaucoup sur nos rivières, nos lacs qui sont innombrables au Québec, mais il y a quand même des fois là, certaines complications climatiques qui peuvent venir mettre un bâton dans les roues de tout le système. Et c'est la stratégie énergétique d'Hydro-Québec qui pourra en pâtir. Ajoute à ça aussi, Alexandre, il ne faut pas l'oublier, là, tous nos contrats d'exportation vers New York, vers la Nouvelle-Angleterre, c'est 20 TWh par année. Ça commence en décembre. Ça, il va falloir être en mesure de fournir tout ça. La demande qui est grandissante également à l'intérieur même du Québec. Alors, ça démontre un peu aussi l'urgence d'agir, de un, mais l'importance aussi de penser à long terme avec l'ajout notamment. Est-ce que ce sera des barrages? Est-ce que ce sera de l'énergie alternative? Mais on est là, on est dans le crunch, on entre vraiment dans cette période névralgique-là. Et d'autant plus, là, ça a été ralenti pas mal, là, l'électrification des transports. N'est-ce pas, ouais? Mais éventuellement, lorsque la proportion de véhicules électriques sera aussi plus élevée, la demande également sera beaucoup plus élevée. On continue de surveiller avec attention là, ce drame qui s'est joué aux États-Unis, cette petite fille de Montréal de 9 ans qui aurait été assassinée par son père, lui qui a été d'ailleurs accusé du meurtre au 2e degré de sa petite fille. On a les résultats partiels d'autopsie. Oui, ça avait été pratiqué dès lundi, l'autopsie sur le corps de la petite Mélina, 9 ans. Elle aurait bel et bien été asphyxiée par noyade. Là. Ça va prendre des analyses plus poussées quand même. Il faut confirmer cette hypothèse-là. Mais on a déjà révélé au public que ce serait sa cause là, principale de décès. Parce que quand on l'a trouvée samedi soir, elle était dans un étang placé sous un morceau d'arbre. C'est ce qu'on a expliqué. Là. Et elle aurait été placée là, bien évidemment, comme le démontrent les accusations, là, par son père qui l'aurait placée justement dans un endroit reculé pour pas qu'on la retrouve là, juste avant avoir déclenché cette alerte Amber là, vers 22h là, aux États-Unis. Puis c'est certain que c'est différent, Alex, quand on suit comme ça un procès ailleurs. Là. C'est pas nos policiers de la SQ, c'est pas le DPCP qui peuvent nous faire le point sur cette histoire-là. Ce sont des agents, des avocats américains là, qui vont traiter tout le dossier pour l'instant. Et là, on a fait l'espèce de récit des événements un peu plus détaillé là, en publiant toutes sortes de photos de la Toyota Prius 2024 qui a été utilisée par Luciano Fratolin là, pour transporter lui et sa petite fille pendant leurs vacances. Et là, on demande l'aide du public pour ramener d'autres photos. On dit, si vous les avez vues, si vous les avez aperçus, regardez vos caméras de surveillance, commerce, privé, essayez de montrer où ils sont passés exactement, parce que plus on va avoir des détails de leur déplacement d'heure en heure, plus ça va être facile de prouver exactement là, comment, en 19h40 et 21h12 précisément, il aurait assassiné sa fillette. C'est une enquête là, qui va se poursuivre et qu'on va suivre avec attention là, ici au Québec. Nos rivières qui seraient rendues plus dangereuses? Oui, un texte des plus intéressants là, d'Anne-Sophie Poiré, notre collègue du 24 heures, qui parle, oui, là, du réchauffement climatique comme un vecteur là, de noyade ici au Québec, parce que la saison 2025 est
catastrophique en ce moment au niveau des noyades. Là, on est à 40 personnes qui ont perdu la vie de cette manière-là depuis le début de l'année au Québec. C'est déjà 8 qu'à pareille date l'an passé et la saison est loin d'être terminée. Puis là, quand on dit changement climatique, c'est pas nécessairement juste parce qu'on veut plus se baigner parce qu'il fait de plus en plus chaud. Oui, c'est un facteur, mais c'est surtout que les rivières, les cours d'eau au Québec là, deviennent de plus en plus traîtres quand il y a des phénomènes de météo extrêmes. On parle entre autres de Charlevoix puis de la Gaspésie comme des endroits là, super vulnérables à ce genre de changement climatique-là. On parle par exemple des pluies diluviennes qui vont tomber, qui vont venir augmenter le débit des rivières de beaucoup, qui vont soulever toutes sortes de sédiments aussi dans le fond de nos rivières, ce qui va faire en sorte que l'eau devient trouble, elle va changer de couleur, on a de la difficulté à voir si on touche au fond, puis si on peut mettre nos pieds sur une roche par exemple, là, sans avoir à partir dans le courant. Ça peut même créer des phénomènes de vortex, hein, littéralement des tourbillons dans certains endroits quand l'eau se heurte à un obstacle. Ça fait en sorte qu'un nageur là, peut être amené directement sous l'eau, là, aspiré littéralement, même si vous êtes quelqu'un qui est super fort en natation. C'est ce qui fait en sorte que c'est les rivières à 70% là, qui recensent nos incidents de noyade ici au Québec. À faire vraiment attention. Et c'est des phénomènes, comme je le dis, avec les réchauffements climatiques qui risquent encore une fois de s'accélérer puis de s'intensifier. Oui, mais souvent, on reçoit notamment M. Hawkins de la Société de sauvetage qui a fait de sa vie la mission d'essayer là, de nous sensibiliser. Et souvent, on répète à quel point les rivières, on les sous-estime parfois parce que ça peut être extrêmement traître. Il peut y avoir un courant, on peut perdre pied et être emporté. Puis malheureusement, on en annonce beaucoup trop souvent aux nouvelles des drames comme ceux-là. Bon, transporte-nous aux États-Unis. Un peu fascinant ce à quoi on a assisté hier. Une tirade, encore une fois, du Donald et l'ex-président Barack Obama qui est sorti de sa réserve, qui n'a pas eu le choix là, de rectifier certains faits. Je vais citer directement son bureau qui a répondu à Donald Trump parce que la citation, sincèrement, en vaut la peine. Par respect pour la présidence, notre bureau n'accorde généralement pas de réponse aux absurdités et à la désinformation constante provenant de la Maison-Blanche. Mais ces affirmations sont suffisamment scandaleuses pour en mériter une. On réagissait là aux espèces d'accusations lancées par Donald Trump, comme quoi Barack Obama et ses associés auraient trafiqué des documents dans le but de lui nuire à la présidentielle de 2016 en essayant de fabriquer, selon lui, des dossiers sur une possible ingérence russe. Vous savez c'est quoi le problème là-dedans? Mais c'est que l'ingérence russe, ça a été confirmé par un rapport bipartisan. Là. Les deux partis se sont mis là-dessus en commission sénatoriale en 2020. Et qui dirigeait cette commission-là? Marco Rubio, le secrétaire d'État de l'administration Trump. Et on n'a pas entendu M. Rubio dire un mot comme quoi « Ah, finalement, toute cette commission que j'ai menée, vous savez, ce n'était qu'un bluff, qu'un mythe, qu'une invention, qu'une fabulation. » Il n'a jamais dit ça, bien évidemment. Mais, désespéré de vouloir changer la narrative ailleurs que sur Jeffrey Epstein, puis c'est possible le lien avec Jeffrey Epstein, Donald Trump tire dans tous les côtés et c'est directement ce à quoi Barack Obama a fait référence dans sa réaction en disant que c'est des piètres tentatives de distraction, ces accusations scandaleuses qui sont faites à son égard. Ouais, c'est sûr que ça continue de brasser aux États-Unis. Surtout, Alex, qu'il y a de quoi de plus inquiétant. Là. C'est quoi que ça l'est déjà, là, de lancer des accusations en l'air contre un ancien président puis d'appeler à son arrestation. Mais là, on a Donald Trump hier qui publie un message dans la suite de sa poursuite là, contre le média CBS, 60 Minutes, Paramount, qui ont été obligés de lui verser là, 16 millions de dollars pour avoir, là, selon les affirmations du président, trafiqué, tronqué une entrevue qu'ils avaient faite avec Kamala Harris. Mais là, il a menacé le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal, CNN, MSNBC, dans un post sur Truth Social, en disant que ces médias-là, l'époque à laquelle ils pouvaient mentir aux Américains est bientôt révolue. Mais c'est des attaques directes contre la liberté de presse aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'il en fait, M. Trump, mais là, ça devient de plus en plus direct, menaçant et inquiétant.
On a assisté à un spectacle sincèrement pathétique hier, le Trump qui est empêtré encore une fois dans l'histoire de Jeffrey Epstein qu'il suit pas à pas. Et savez-vous à quoi ça m'a fait penser? Tu sais, les vieilles poupées là, qu'on tirait une corde en arrière, là, qui se mettaient à parler. Là. Il y a un serpent dans ma botte. Ben, c'est ça. Là j'avais l'impression d'assister à ça. Là, t'avais Trump qui sortait ses vieilles rengaines, tu sais, ses vieilles répliques. Là. It's a witch hunt. C'est une chasse aux sorcières. Il l'a entendu. Barack Hussein Obama. Hussein Obama. Fait que là, tu sais, il dressait le portrait de Barack Obama comme étant un chef de gang. Là. T'écoutais son point de presse. Tu dis, allô, ça va, Donald? Pour moi, je sais pas s'il fait juste de l'enflure au niveau des chevilles, là. Mais c'était complètement disjoncté. Ça allait dans tous les sens. Et encore une fois, c'est les vieilles répliques. Tu sais, il y a une expression en anglais qui dit one trick pony, là, une espèce de, tu sais, quelqu'un qui a juste un tour dans son sac puis qui ressort tout le temps la même chose. J'avais vraiment l'impression d'assister à ça. Est-ce que vous vous rappelez quand le Journal de Montréal a fait une compilation des expressions de nos politiciens? Oui, la cassette. La cassette. La fameuse cassette. Faudrait qu'on fasse, en tout cas, suggestion, mais faudrait peut-être qu'on fasse la même affaire avec M. Trump. C'est toujours une chasse aux sorcières, c'est toujours ça. Puis après ça, ben là, ils montent du doigt les médias, les méchants médias. Puis, ben, il y en a qui le croient. Ses partisans vont répéter ensuite là, la même chose. Alors, que nous réserve la journée d'aujourd'hui en ce qui concerne le dossier Epstein? Là, voyait quand même, lui, d'un bon œil hier là, que Ghislaine Maxwell soit rencontrée par les autorités pour voir un peu ce qu'elle avait à dire dans ce dossier-là. Oui, sauf que si tu permets, Alex, ça risque pas de calmer la grogne de certains de ses partisans parce que là, c'est pas une audience devant le Sénat, par exemple, sous serment qui vont faire affaire à Ghislaine Maxwell. Madame Maxwell va être interviewée par des gens du camp Trump en secret, en privé. Alors, quel genre d'entente ils vont prendre avec elle, quel genre de... On peut pas savoir qu'est-ce qui va être dit derrière des portes closes de cette manière-là. Ça risque d'alimenter le cynisme, la méfiance dans ce dossier-là. Et dites-vous une affaire. Quand même, Marjorie Taylor Greene, là, oui, qui est brainwashée à Donald Trump, là, est 100% derrière lui, qui vient même un peu nuancer là, en disant, ben là, il faut faire preuve de transparence. Même quand Marjorie Taylor Greene est plus nuancée dans ce dossier-là, c'est signe peut-être là, qu'il se passe quelque chose. Bon, tu vas me surprendre aujourd'hui. Encore une fois, un projet informatique qui dépasse les coûts prévus, qui dépasse les délais prévus. Ça se passe chez Hydro-Québec cette fois-là. Avez-vous déjà entendu... Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu un début d'histoire comme ça. Très rare. Arrêtez-moi si vous avez déjà... souvenir. Ouais, c'est un autre projet, cette fois-ci, là, qui est amené publiquement par la presse sur le nouveau système, là, une plateforme qui est censée orchestrer toute la production puis le transport de l'électricité chez Hydro-Québec. Là. Un système qui, en 2018, quand Hydro est allé faire sa présentation, est névralgique. Là. On dit qu'on en a absolument besoin, que les systèmes actuels sont désuets, doivent être remplacés au plus vite. Le plus vite, c'était supposé être il y a déjà un petit bout, parce qu'on a reporté à 2024 au départ le projet. C'était supposé être livré avant. Ensuite, on l'a repoussé à 2025 cette année. Surprise, c'est repoussé à 2026. Et avant même que 2025 soit fini, c'est repoussé à 2027 finalement, ce projet-là. On n'arrête pas de faire des sauts de puce pour le décaler dans le temps. Et on a un dépassement de coût jusqu'ici de 75 millions de dollars. Bon, Hydro-Québec dit que c'est dans la fourchette quand même des dépassements qui sont projetés, que c'est 14% pour l'instant de dépassement de coûts anticipé, mais c'est anticipé. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit que ça ne va pas continuer à augmenter encore et toujours. Et là, on pointe du doigt les délais, là, par exemple, dans l'adaptation du travail de la pandémie. Hein? La pandémie a le dos large, encore une fois. On va mettre des enjeux d'approvisionnement d'équipements aussi sur la table. On va parler de pénurie de microprocesseurs qu'il y a eu en 2020 et 2023. Bon, c'est des causes qui sont quand même plausibles, mais c'est parce que quand ça se répète, Alex, d'un projet à un autre, à un autre, à un autre, au Québec, encore et toujours, est-ce que le public là, est en droit de plus croire? Jamais quand on parle d'une estimation pour un projet. Il n'y a jamais un projet au Québec qui coûte le prix qu'on a avancé sur la table. Je dois pas être le seul qui fait de la haute pression lorsqu'on met dans la même phrase projet informatique et gouvernement. Sincèrement, on est rendu là. C'est inacceptable qu'on ne soit pas en mesure de mieux circonscrire un projet, que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes de temps, de délai. C'est inacceptable que cette histoire-là se répète à chaque fois et que ça devienne une espèce de normalité.
On peut plus accepter ça au Québec. On peut plus tolérer ça au Québec. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une réelle prise de conscience, que ce soit de la part de la population, mais aussi de la part des élus pour dire, là, ça suffit, là, c'est assez, là c'est correct, on a la commission Gala, on va avoir les résultats d'ici Noël, parfait. Ça, c'est un exemple. Ouais. Mais il y en a combien des SACLIC puis des projets informatiques bâclés à travers les différents ministères? Puis là, on apprend ça, ou des organisations gouvernementales, dans ce cas-ci, on apprend ça au compte-gouttes. Ouais. Mettez ça bout à bout, à quel point ça nous coûte à nous une fortune comme contribuables. Ça, c'est incroyable. Puis reprenez le dossier dont on parlait plus tôt, là, cette semaine, Santé Québec, là, qui pousse pour que leur projet de plateforme là, soit mis en place, alors que c'est le ministère de la cybersécurité et du numérique qui crie qu'il faut arrêter ce projet-là. À l'intérieur même du gouvernement, ils ne sont pas d'accord sur le fait de poursuivre un projet informatique parmi les autres. Vraiment, ça semble être un non-sens, puis c'est des dépassements de coûts. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à s'attaquer, par exemple, à la manière dont on attribue des contrats? Est-ce qu'il devrait y avoir des clauses pour quand on vous a engagé, mais vous dépassez de coûts, vous dépassez de 4 ans? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pas les payer autant ou d'absorber des coûts? Je me pose la question. C'est une évidence. Sincèrement, c'est une évidence. Là. Mais j'ajouterais à ça, OK, vous avez peut-être vu passer cette manchette-là, Québec qui a confirmé dans les dernières heures qu'il y a des sites web de l'administration publique qui pourraient même devoir fermer à cause d'une faille de sécurité qui touche le service de Microsoft SharePoint. Il y a des pirates chinois qui auraient exploité cette faille-là. En tout cas, c'est ce qu'avance l'agence France-Presse. Et ça aurait permis de récupérer sans avoir les autorisations des identifiants pour accéder au serveur par la suite. Puis, à ce moment-là, ils peuvent implanter des programmes malveillants ou mettre la main sur des fichiers, des documents. Alors ça, il y aurait des sites web de l'administration publique, et ça, Québec l'a confirmé, là, qui pourraient avoir été là, affectés par ça et qui pourraient devoir fermer, là, du moins temporairement. On n'a pas précisé quels étaient les sites web potentiellement touchés par la faille de sécurité. Mais si on se fie aux données de Microsoft, il y a 200 millions d'utilisateurs qui utilisent actuellement le fameux logiciel SharePoint. Maintenant, c'est pas rassurant. Moi, je vous dis, à chaque fois, là, chaque fois qu'il y a des nouvelles informatiques comme ça me fait grincer des dents. Bon, il y a des regroupements de parents, de garderies aussi qui interpellent le ministère de la Famille face aux expulsions à venir. Oui, parce qu'il y a une directive, vous en avez sûrement entendu parler, qui a été envoyée par le ministère de la Famille et qui, officiellement, donne 14 jours aux parents qui sont détenteurs d'un permis de travail ouvert ici au Québec pour retirer leurs enfants des garderies subventionnées. Et là, il y a un regroupement de garderies qui se mobilise pour demander à Québec de protéger, là, pour l'instant, ces enfants d'immigrants qui sont inscrits dans des milieux de garde subventionnés. Parce que les impacts humains pourraient être grands là, pour ces familles-là, pour ces enfants-là tout particulièrement, là, en disant qu'un enfant qui s'habitue à son service de garde, à ses amis, à ses éducatrices, de le retirer comme ça d'un jour à l'autre et surtout sans nécessairement avoir une place pour pouvoir le remettre après, ce serait inutilement cruel là, parce que le 14 jours, c'est un délai qui est excessivement rapide pour certains, puis c'est que les places non subventionnées, ça coûte bien évidemment plus d'argent et il y a beaucoup de nouveaux arrivants comme ça qui se retrouvent avec un permis de travail ouvert qui n'ont pas nécessairement les moyens d'être capables d'envoyer leur enfant dans des ressources non subventionnées. Et là, on dit oui, ça se peut qu'il y ait eu des incompréhensions. Le règlement lui-même semble excessivement flou. C'est ce qu'on dénonce aussi. Là. On dit qu'il y a des erreurs d'interprétation qui pouvaient être faites, des erreurs de bonne foi, mais qu'il ne faut pas faire payer les enfants pour ça. D'ailleurs, là, il y a une organisation de parents là, qui ont envoyé une mise en demeure au ministère de la Famille. Le ministère de la Famille a confirmé ces informations-là, mais n'a pas réagi du tout aux questions des journalistes depuis. Ça risque de devenir une autre patate chaude là, pour le gouvernement de la CAQ.